En 2020, le Burkina Faso brise brutalement une dépendance militaire extérieure enracinée depuis des décennies. Alors que les importations d'armements s'effondrent rapidement, une industrie militaire locale émerge, créant des emplois, retenant des capitaux et modifiant l'équilibre des décisions stratégiques nationales. Pourquoi ce choix porté par Ibrahim Traoré transforme-t-il simultanément la sécurité nationale, l'économie intérieure et la position géopolitique du pays en Afrique? Car si ce pari réussit, il redéfinira les rapports de force régionaux. Mais s'il échoue, il deviendra un avertissement durable. Cette vidéo promet d'examiner, sans emphase ni spéculation, ce que signifie réellement le virage industriel engagé par le Burkina Faso et ce qu'il engage pour la suite. L'enjeu central est simple: transformer une décision politique en capacité durable, capable de résister au temps, aux contraintes techniques et aux pressions extérieures. Pour le pays, le bénéfice attendu est une autonomie accrue, mesurable en coûts évités, en emplois stabilisés et en marge de manœuvre retrouvée. Pour la région, le risque est tout aussi clair. Un échec affaiblirait la crédibilité d'une voie alternative à la dépendance. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette stratégie place la barre haut, car elle engage à la fois la sécurité nationale, la cohérence économique et l'image internationale. Ce qui se joue ici dépasse la seule production d'équipements. Il s'agit de savoir si une rupture accoutumée peut devenir un modèle reproductible ou rester une exception fragile. La suite analysera les faits, les mécanismes et les premiers résultats, afin de distinguer l'ambition symbolique de la transformation concrète. En moins de 2 ans, les importations militaires du Burkina Faso ont chuté de près de 73%, tandis que plus de 12 000 emplois industriels directs ont été créés. Ce basculement rapide ne relève pas d'un simple ajustement budgétaire, mais d'un changement de trajectoire assumé, impulsé au plus haut niveau de l'État. Jusqu'en 2020, le pays dépendait presque entièrement de fournisseurs étrangers pour équiper son armée, ce qui entraînait des coûts élevés, des délais imprévisibles et une vulnérabilité stratégique permanente. Chaque retard de livraison affectait directement les capacités opérationnelles, renforçant une dépendance structurelle difficile à corriger. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette situation a été requalifiée en problème central de souveraineté, appelant une réponse industrielle plutôt que diplomatique. Des zones de développement technologique ont alors été mises en place, avec des ateliers spécialisés dans la fabrication de munitions, de drones et de véhicules blindés adaptés aux réalités locales. Les premières productions sont restées modestes, mais elles ont permis de tester les chaînes de fabrication, d'améliorer progressivement la qualité et de former une main-d'œuvre qualifiée. Ce contexte explique pourquoi la réduction des importations n'est pas seulement un indicateur financier, mais le signal d'un basculement plus profond, le passage d'une logique d'achat subie à une logique de production maîtrisée. La question clé devient alors celle de la durabilité de ce modèle au-delà de l'effet d'annonce initiale. Dans cette phase initiale, le projet ne se résume pas à des chiffres agrégés, mais prend corps à travers des acteurs concrets et des effets visibles sur le terrain. Dans certaines zones industrielles nouvellement créées, des ingénieurs burkinabés, souvent formés à l'étranger, ont été chargés d'adapter des technologies existantes à des contraintes locales bien spécifiques, qu'il s'agisse de disponibilité énergétique, de maintenance ou de conditions climatiques. Les ateliers mis en place ont commencé par des chaînes simples, centrées sur la fabrication de munitions et l'assemblage de composants.
avant d'évoluer vers des équipements plus complexes comme les drones et certains véhicules blindés. Cette montée en charge progressive a permis d'éviter une rupture brutale tout en installant une dynamique d'apprentissage continu. Pour les travailleurs locaux, l'impact a été immédiat. Des compétences techniques transférables, des revenus plus stables et une insertion durable dans un tissu industriel encore embryonnaire. À l'échelle nationale, ces premiers résultats ont modifié la perception du projet, longtemps considéré comme une ambition théorique. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la production locale a cessé d'être une idée abstraite pour devenir une réalité observable, même imparfaite. Le véritable enjeu de cette phase n'était donc pas la performance maximale, mais la preuve que le pays pouvait produire, contrôler et améliorer ses propres équipements. Le signal envoyé est clair. La rupture n'est plus seulement déclarative, elle commence à se matérialiser. Le projet démarre en 2023 avec une décision politique claire, rompre avec la logique d'achat systématique à l'étranger. Cette rupture est vendée formalisée par des décrets créant des zones industrielles de défense et réorientant une partie des budgets auparavant consacrés aux importations. L'objectif initial n'est pas la puissance maximale, mais la capacité minimale maîtrisée. Il s'agit d'apprendre à produire avant de prétendre rivaliser. Dès les premiers mois, les lignes de fabrication sont pensées comme évolutives plutôt que définitives. Ensuite vient la montée en cadence, souvent sous-estimée dans les récits officiels. Les ateliers commencent par des productions simples, notamment les munitions, afin de tester les chaînes logistiques, les contrôles qualité et la coordination entre équipes. Les premiers résultats sont inégaux, avec des taux de rejet élevés qui obligent à ralentir le rythme. Ce ralentissement n'est pas un échec, mais un ajustement nécessaire. Il permet de stabiliser les procédures et de former les équipes aux standards exigés par l'armée. Un moment délicat survient lorsque les attentes politiques rencontrent les limites industrielles. La demande opérationnelle reste forte tandis que les capacités locales progressent de manière graduelle. C'est à ce moment que le projet entre dans sa phase de crédibilité ou de fragilisation. Les choix effectués consistent alors à privilégier la fiabilité plutôt que le volume. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la priorité est donnée à la consolidation des acquis plutôt qu'à une communication triomphaliste. Puis arrive un tournant décisif, l'élargissement des productions à des équipements plus complexes comme certains drones et des éléments de véhicules blindés. Cette étape marque un changement qualitatif car elle implique une coordination technique plus fine et des compétences plus spécialisées. Les délais s'allongent, mais la valeur stratégique augmente. Chaque unité produite localement remplace une dépendance antérieure. La symbolique devient aussi importante que la fonction. Les effets de cette montée en puissance se font sentir rapidement dans les flux d'importation. Les commandes à l'étranger diminuent, libérant des ressources financières et réduisant l'exposition aux retards diplomatiques ou logistiques. Cette baisse n'est pas uniforme, mais elle est suffisamment nette pour modifier les arbitrages budgétaires. L'État commence à réallouer une partie des économies vers la formation, la maintenance et l'amélioration continue. Le projet cesse d'être ponctuel pour devenir structurel. Pour finir, cette séquence d'événements installe une nouvelle temporalité. La défense nationale n'est plus pensée uniquement en termes d'urgence, mais comme un processus industriel inscrit dans la durée. Les choix initiaux, les ajustements et les compromis forment une trajectoire cohérente, même si elle reste exposée aux aléas internes et externes. Ce qui se joue ici n'est pas seulement une capacité de production, mais la capacité à tenir une ligne stratégique dans le temps. Avant 2023, le Burkina Faso
importait presque la totalité de ses équipements militaires, alors qu'en moins de 2 ans, cette dépendance a reculé d'environ 73%. Ce basculement chiffré constitue le point de départ d'une lecture plus précise du projet, car il permet de comparer une situation de référence très claire avec une évolution mesurable. La réduction des importations n'est pas seulement un indicateur commercial, elle traduit un changement profond dans la manière dont l'État organise ses priorités de défense et ses flux financiers. Chaque commande annulée ou différée à l'étranger correspond à une capacité, même partielle, développée localement. Un deuxième indicateur majeur concerne l'emploi industriel. Le programme a permis la création de plus de 12 000 postes directs dans les ateliers de fabrication et dans les activités associées, comme la maintenance et la logistique. Ce chiffre est particulièrement significatif dans un pays où le tissu industriel restait limité et concentré sur quelques secteurs traditionnels. Ces emplois ne sont pas seulement quantitatifs, ils impliquent des compétences techniques nouvelles, acquises par la formation continue et par l'apprentissage sur les chaînes de production. À moyen terme, cet effet sur le capital humain constitue l'un des piliers de la viabilité du projet, car il conditionne la capacité à améliorer la qualité et à diversifier les productions. Le troisième indicateur clé touche aux finances publiques. Grâce à l'essor de l'industrie locale de défense, les recettes fiscales issues du secteur ont progressé d'environ 18%. Cette augmentation s'explique à la fois par l'activité industrielle elle-même et par les effets indirects sur les secteurs connexes. Elle offre à l'État une marge de manœuvre supplémentaire pour financer des politiques publiques sans recourir systématiquement à l'aide extérieure. Dans le cadre fixé par Ibrahim Traoré, cet aspect fiscal est présenté comme un levier de souveraineté autant que comme un outil budgétaire. Ces trois indicateurs doivent toutefois être interprétés avec prudence. La baisse des importations ne signifie pas une autosuffisance totale, mais une substitution partielle et progressive. Les emplois créés restent concentrés dans des zones spécifiques et dépendre encore largement de financements publics. Quant à l'augmentation des recettes fiscales, elle demeure sensible aux fluctuations de la production et à la stabilité politique. Autrement dit, les chiffres témoignent d'une dynamique réelle mais non irréversible. Pris ensemble, ces éléments quantitatifs dessinent néanmoins une tendance cohérente. Il montre que le projet ne repose pas uniquement sur un discours de rupture, mais sur des transformations mesurables dans les flux commerciaux, le marché du travail et les finances de l'État. La question centrale n'est donc plus de savoir si un impact existe, mais s'il pourra être maintenu et amplifié dans le temps. C'est à ce niveau que les données cessent d'être un simple bilan pour devenir un outil d'arbitrage stratégique. Les critiques du programme se structurent autour de deux objections principales qu'il convient de prendre au sérieux pour évaluer la solidité de la stratégie. La première concerne la sécurité. Dans un environnement sahélien déjà instable, développer une industrie d'armement locale est perçu par certains observateurs comme un facteur de risque supplémentaire. La multiplication des sites de production pourrait, selon eux, accroître les vulnérabilités, exposer les infrastructures à des attaques et favoriser des détournements d'équipements. À cela s'ajoute la crainte d'une prolifération d'armes dans une région marquée par des conflits internes, ce qui pourrait aggraver des dynamiques déjà fragiles au lieu de les contenir. La seconde objection est d'ordre économique et social. Elle repose sur l'idée d'un coût d'opportunité élevé. Les ressources mobilisées pour la défense auraient pu, selon ces critiques, être orientées vers des secteurs jugés plus prioritaires, comme l'éducation, la santé ou les infrastructures civiles. Dans cette lecture, chaque investissement industriel militaire représente un arbitrage défavorable au développement social à court terme. Le caractère largement public du financement est également pointé du doigt,
avec le risque de créer une industrie dépendante des budgets de l'État et vulnérable à tout retournement politique ou économique. Face à ces arguments, la réponse des autorités s'articule autour d'un raisonnement en deux temps. Sur le plan sécuritaire, la production locale est présentée non comme un facteur de prolifération, mais comme un moyen de contrôle accru. Produire et maintenir les équipements sur le territoire permettrait de mieux tracer les flux, de réduire les incertitudes liées aux fournisseurs étrangers et d'assurer une continuité opérationnelle. Sur le plan économique, l'argument central est que la souveraineté a un coût initial, mais qu'elle génère des retours indirects durables, notamment en compétences, en emplois et en recettes fiscales. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette approche vise à dépasser l'opposition classique entre sécurité et développement. L'industrie de défense est pensée comme un socle industriel capable d'irriguer d'autres secteurs à terme plutôt que comme un puits de dépenses isolé. Cette réponse ne nie pas les risques, mais elle les intègre dans une logique de long terme, où l'absence de capacité autonome serait elle-même un risque stratégique. Le débat ne porte donc pas sur l'existence de contraintes, mais sur la manière de les gérer et de les hiérarchiser. Le cœur du projet apparaît ici plus nettement. La production locale d'équipements militaires n'est pas pensée comme une fin en soi, mais comme un levier de réorganisation plus large de l'appareil d'État. À ce stade, le changement décisif ne tient pas seulement au volume fabriqué, encore limité, mais à la manière dont les priorités sont redéfinies. La défense cesse d'être un poste de dépense subi pour devenir un outil de planification industrielle, articulé avec l'emploi, la formation et la fiscalité. Cette bascule modifie la lecture même des résultats de précédents. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le projet est progressivement utilisé comme un test de cohérence gouvernementale. Les audits, les contrôles qualité et la montée en compétences ne servent pas uniquement à améliorer les produits, mais à imposer des méthodes de suivi plus strictes dans l'ensemble des chaînes publiques impliquées. Ce qui était initialement présenté comme une réponse à une dépendance militaire révèle ainsi une ambition plus structurelle. Démontrer qu'un État peut reprendre la main sur des secteurs jugés trop complexes ou trop sensibles. À mi-parcours, le véritable enjeu devient donc la gouvernance. Si la discipline industrielle tient, elle peut déborder sur d'autres politiques publiques. Si elle se relâche, la production d'armement retombera au rang d'exception coûteuse. Ce point médian ne tranche pas encore l'issue, mais il change définitivement la nature du pari engagé. Les effets concrets du programme se déclinent désormais de manière différenciée selon les acteurs concernés, révélant des gains réels, mais aussi des limites persistantes. Pour l'État, la première conséquence est budgétaire et aura stratégique. La baisse marquée des importations d'armement réduit l'exposition aux aléas diplomatiques et logistiques tout en libérant des marges financières réaffectées à la formation, au contrôle qualité et à la maintenance. Cette réallocation ne supprime pas les contraintes, mais elle redonne une capacité d'arbitrage que le pays avait progressivement perdue. Dans cette logique, la défense devient un poste piloté plutôt qu'un centre de coûts subi. Pour les entreprises locales, l'impact est avant tout structurel. Les ateliers de production et les services associés bénéficient d'une demande relativement stable, soutenue par l'État, ce qui favorise l'investissement et la professionnalisation. Toutefois, cette dépendance aux clients publics demeure un point de fragilité. La viabilité à long terme repose sur la capacité à améliorer la qualité, à réduire les taux de rejet et, à terme, à envisager des débouchés régionaux. Sans cette montée en gamme, le tissu industriel risque de rester sous perfusion budgétaire. Du côté des citoyens, les conséquences sont plus tangibles mais inégales. Les emplois créés offrent des revenus plus réguliers et des compétences transférables, notamment pour les jeunes formés aux techniques industrielles. Dans certaines zones,
Ces opportunités contribuent à stabiliser des parcours professionnels auparavant précaires. Cependant, ces bénéfices restent concentrés géographiquement et ne compensent pas à eux seuls les attentes sociales plus larges liées à l'éducation, à la santé ou aux infrastructures civiles. À l'échelle régionale, enfin, le projet modifie subtilement les équilibres. En réduisant sa dépendance, le Burkina Faso envoie un signal politique fort aux pays voisins confrontés à des défis similaires. Il ne s'agit pas encore d'un leadership industriel, mais d'une démonstration de faisabilité. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette posture renforce l'autonomie du pays dans les discussions régionales, tout en suscitant des interrogations sur les risques de prolifération et de concurrence. Pris ensemble, ces effets montrent que le programme ne produit ni miracle immédiat ni impasse évidente. Il génère des gains ciblés, expose de nouvelles vulnérabilités et redistribue les responsabilités entre acteurs publics et privés. La question n'est donc plus celle de l'impact, désormais observable, mais de sa capacité à s'élargir sans déséquilibrer l'ensemble du système. À horizon de 6 à 12 mois, l'évolution du programme peut être envisagée à travers trois trajectoires distinctes, chacune reposant sur des choix de gestion et des contraintes identifiables. La première trajectoire possible est celle d'une consolidation progressive. Dans cette hypothèse, les capacités de production continuent d'augmenter lentement, sans rupture majeure. Les importations poursuivent leur recul, mais à un rythme moins spectaculaire que lors de la phase initiale. Les emplois existants sont stabilisés, les taux de rejet diminuent graduellement et l'État maintient un effort soutenu sur la formation et le contrôle qualité. Ce scénario n'apporte pas de transformation spectaculaire, mais il ancre le projet dans la durée et réduit le risque de retour en arrière. Une deuxième trajectoire, plus favorable, se pose un alignement positif de plusieurs facteurs. Les sites de production atteignent une maturité technique suffisante pour élargir la gamme d'équipements tout en respectant des standards proches des références internationales. Les audits renforcent la crédibilité du dispositif, ce qui facilite des partenariats régionaux limités, notamment dans la maintenance ou la fourniture de composants. Dans ce cas, la baisse des importations se traduit par une réallocation plus visible des ressources vers d'autres politiques publiques. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette trajectoire renforcerait la position du pays comme laboratoire d'une souveraineté industrielle pragmatique, sans basculer dans une logique d'autosatisfaction. Une troisième trajectoire, plus fragile, repose au contraire sur une accumulation de tensions. Des difficultés techniques persistantes, combinées à des pressions budgétaires ou diplomatiques, pourraient ralentir la production et fragiliser la chaîne industrielle. Les coûts augmentent plus vite que les gains, les retards s'accumulent et la dépendance au financement public s'accentue. Dans ce contexte, les critiques sur l'allocation des ressources gagnent en visibilité et le projet risque d'être perçu comme un symbole coûteux plutôt que comme un outil stratégique. La tentation d'un retour partiel aux importations deviendrait alors plus forte. Ces trois trajectoires ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Ils montrent que l'issue dépend moins d'un facteur unique que de la cohérence d'ensemble entre production, gouvernance et arbitrage budgétaire. La question centrale, pour les mois à venir, n'est donc pas de choisir entre ambition et prudence, mais de savoir comment d'ajuster le rythme sans perdre le cap stratégique initial. À ce stade, les effets du programme dépassent les cercles institutionnels et commencent à toucher des trajectoires individuelles, souvent invisibles dans les bilans officiels. Pour les jeunes formés dans les ateliers, l'industrie de défense représente une rare opportunité d'acquérir des compétences techniques valorisables sans quitter le pays. Cette perspective modifie des choix de vie concrets. Rester, se former, construire une stabilité professionnelle là où l'horizon était auparavant incertain. Pour les familles concernées, des revenus plus réguliers signifient une capacité accrue
à faire face aux dépenses courantes, même si ces améliorations restent modestes et localisées. Pour d'autres citoyens, l'impact est plus indirect mais tout aussi réel. La réduction de la dépendance extérieure nourrit un sentiment de fierté nationale et l'idée que des décisions internes peuvent produire des résultats tangibles. Cette perception renforce la crédibilité de l'action publique à condition que les promesses restent alignées avec les faits observables. À l'inverse, toute dérive ou tout échec visible risquerait d'entamer rapidement cette confiance fragile. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le projet agit ainsi comme un révélateur. Il met à l'épreuve la capacité de l'État à tenir dans le temps un engagement complexe, au-delà des discours initiaux. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas seulement de juger la réussite ou l'échec d'une politique étrangère. Il s'agit de comprendre comment des choix industriels façonnent, à petite échelle, des destins individuels et, à plus grande échelle, une trajectoire collective. Cette lecture invite à dépasser les chiffres pour observer les effets durables sur le tissu social. Pour que le projet conserve sa crédibilité et dépasse le stade de l'expérimentation, une feuille de route claire s'impose, articulée autour de quelques conditions mesurables. La première concerne la qualité. Sans un contrôle rigoureux et continu des chaînes de production, les gains initiaux risquent de s'éroder rapidement. Cela implique des audits réguliers, des procédures standardisées et une formation technique permanente afin que les compétences acquises ne se diluent pas avec le temps. La qualité devient ainsi le premier indicateur de souveraineté réelle, bien plus que les volumes produits. La deuxième condition porte sur l'organisation industrielle. Les sites de production doivent être pensés comme un écosystème reliant fabrication, maintenance et logistique. Cette intégration réduit les coûts cachés et améliore la réactivité opérationnelle. Elle suppose également une coordination étroite entre les acteurs publics et les équipes techniques afin d'éviter les ruptures entre décisions politiques et exécution industrielle. Dans cette phase, la cohérence institutionnelle compte autant que l'investissement financier. La troisième condition touche au capital humain. Les emplois créés ne peuvent rester cantonnés à des tâches d'exécution. La montée en compétences, l'encadrement technique et la transmission du savoir sont essentiels pour sécuriser l'avenir du programme. C'est sur ce point que la durabilité se joue le plus clairement. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette feuille de route vise moins une accélération spectaculaire qu'une stabilisation progressive capable de résister aux aléas politiques et économiques. Enfin, un cadre d'évaluation transparent est indispensable. Mesurer ce qui fonctionne, corriger ce qui échoue et communiquer sans exagération conditionne la confiance à long terme. La réussite ne dépendra donc pas d'un moment fondateur, mais de la capacité à tenir cette trajectoire dans la durée. Au terme de ce parcours, le projet industriel engagé par le Burkina Faso apparaît moins comme un exploit isolé que comme une épreuve de cohérence collective. Les ateliers, les chaînes de production et les chiffres agrégés renvoient tous à une même question de fond, celle de la capacité d'un pays à transformer une rupture politique en réalité durable. Ce qui était perçu au départ comme une utopie industrielle s'est progressivement incarné dans des gestes concrets, des compétences acquises et des arbitrages assumés. Chaque fusil assemblé, chaque drone testé rappelle que la souveraineté ne se décrète pas, mais se construit lentement, au prix d'erreurs et d'ajustements. Dans ce cheminement, la figure d'Ibrahim Traoré revient comme un point de convergence plutôt que comme un symbole solitaire. Son rôle n'est pas seulement d'avoir impulsé une décision, mais d'avoir maintenu une ligne face aux doutes, aux contraintes techniques et aux pressions multiples. Cette persistance donne au projet une dimension humaine, faite de choix répétés plutôt que d'un acte fondateur unique. Elle explique aussi pourquoi l'issue reste ouverte.
La réussite dépendra moins d'une volonté initiale que de la capacité à durer. Le véritable héritage de cette démarche ne se mesurera donc pas uniquement en volume produit ou en économies réalisées. Il résidera dans la trace laissée sur les institutions, sur les compétences locales et sur la confiance collective. Une certitude s'impose déjà. Ce pari a déplacé les limites du possible. Arrivé à ce point, le débat dépasse le cas du Burkina Faso et invite à une réflexion plus large sur la notion de souveraineté concrète. Produire localement, former des compétences et accepter des phases d'ajustement ne relève pas seulement d'un choix politique, mais d'une vision du développement fondée sur la responsabilité et la durée. L'expérience engagée, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, pose une question simple mais exigeante. Jusqu'où un État peut-il aller pour réduire ses dépendances sans créer de nouveaux déséquilibres? Cette interrogation ne concerne pas uniquement la défense, mais tous les secteurs où la dépendance extérieure façonne encore les décisions internes. Pour les observateurs, l'enjeu n'est pas de trancher trop vite entre succès et échec, mais de suivre les trajectoires, les corrections et les compromis qui s'imposent avec le temps. C'est dans cette lecture patiente que se distinguent les projets durables des ruptures symboliques. Si ce sujet vous interpelle, la discussion reste ouverte. Quel domaine, selon vous, pourrait suivre une voie comparable et à quelles conditions une souveraineté industrielle peut-elle réellement bénéficier à l'ensemble de la société?